Bonjour à tous, donc moi c'est Ambre, je suis une grande passionnée de reptiles depuis un peu plus de 6 ans. Donc j'aime beaucoup les pitons Rhésus, mais j'ai aussi un couple de boas, un couple de Morelia, un couple d'élaphes et une lampreau. J'adore les pitons Rhésus et j'aime beaucoup discuter avec des éleveurs, que ce soit des éleveurs étrangers ou des éleveurs français. Et je me suis rendu compte qu'en France, on avait quand même une réglementation assez particulière et que souvent, la plupart des éleveurs, des petits éleveurs, ne connaissent pas la réglementation exacte. Du coup, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu mieux les différents textes de loi qui nous régissent et à mon niveau, bien entendu. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou si vous avez des choses à dire, il n'y a pas de problème. Alors, en premier lieu, n'hésitez pas, je vais casser une petite idée reçue, mais n'hésitez pas à contacter votre DDCSPP, anciennement la DDPP, qui saura vous donner des informations et les clés concernant les applications des textes de loi à travers vos départements. N'ayez pas peur, de toute façon, ils ne sont pas là pour faire de la répression. L'agent répressif, la police entre guillemets de l'environnement, ce sera plutôt l'ONCFS. Chacun des textes de loi que je vais citer se retrouve facilement sur Légifrance. On vous les mettra en commentaire également pour que vous puissiez aller les lire. Mais souvent, ils sont assez imbuvables et assez difficiles à comprendre, donc je vais essayer de les expliquer. Alors, pour détenir des animaux non domestiques, on parle bien des animaux non domestiques, il y a des lois au niveau mondial, au niveau européen et ensuite au niveau national. Et après, il y a des applications. Je vais partir du niveau mondial, puis européen, puis enfin au niveau de la France, afin de vous expliquer ça vraiment au mieux. Alors, au niveau mondial, tout d'abord, il y a la Convention de Washington, donc qui protège les espèces menacées en contrôlant leur commerce et leur transport. C'est ce qu'on appelle la Convention CITES. Et lorsqu'on importe un animal, pour prouver son origine licite, un numéro CITES doit être remis à l'acheteur, s'il n'est pas né en captivité. S'il est né en captivité, il n'y a pas de numéro CITES. Cette CITES, elle regroupe les différentes espèces en différentes annexes. Les animaux d'élevage qu'on a la plupart chez nous sont souvent en annexe 2 et elles peuvent être exportées s'il y a un numéro CITES et une facture d'achat. Cette annexe est retranscrite dans le règlement européen, c'est-à-dire que les annexes 1 de la CITES sont dans le règlement européen en A. Les annexes 2 de la CITES sont en annexe B du règlement européen, par exemple. Alors, cette convention, elle a pour objectif de contrôler les flux, le commerce d'animaux non domestiques et de plantes également, entre les différents pays. Les espèces faisant l'objet d'un contrôle par le CITES sont classées en 3 niveaux. Il y a l'annexe 1 pour les espèces les plus menacées. Le commerce est interdit sauf dérogation exceptionnelle. Les annexes 2 pour celles nécessitant une surveillance, c'est-à-dire que le commerce en fait il est réglementé. C'est la plupart des animaux que nous possédons et qui nous intéressent. Et en annexe 3 sont les espèces un peu moins menacées dont le commerce est surveillé au niveau du pays. Un reptile qui est né dans l'Union européenne peut circuler avec une simple attestation de l'éleveur. Le CITES n'est absolument pas obligatoire. Le texte de loi européen, le CE 338/97, c'est donc en fait une transposition de la CITES mais au niveau européen. Attention cependant, avec le Brexit et l'Angleterre, on ne sait pas trop ce que ça va donner encore. Pour l'instant, il n'y a eu aucune disposition prise. Alors, on arrive au niveau national. Au niveau national, c'est le Code de l'environnement, l'article L413.1 à L413.6 et ses textes d'application. Ces dispositions complètent la CITES, c'est-à-dire qu'il y a la CITES qui entre en jeu, le Code de l'environnement et bien sûr le règlement européen. Donc ces dispositions se complètent et le Code de l'environnement, il a pour but de préserver la biodiversité en fonction des seuils qu'une personne ou un élevage peut posséder. C'est une spécialité française, mais certains pays ont des textes de loi qui sont à peu près équivalents aux nôtres.
là où d'autres pays européens n'ont absolument aucune réglementation, à part, bien sûr, la CITES et le règlement européen. Donc ce code de l'environnement, il a pour but de prévenir les évasions, de garantir la sécurité et la santé des personnes et de promouvoir la qualité des établissements d'élevage. Ça, c'est un point très important, on en parlera tout à l'heure. Alors, je vais d'abord vous parler des différents établissements d'élevage et d'agrément. Alors, le texte du Code de l'environnement, il différencie des catégories. Les élevages détenant des espèces inscrites à l'annexe A de la CITES, c'est-à-dire les espèces dangereuses et menacées, difficiles d'entretien ou alors invasives, et les élevages dépassant juste des seuils fixés par groupe d'espèces. Ces premiers élevages sont à but lucratif. Chaque personne qui possède un animal non domestique est considérée comme un élevage d'agrément. Le nombre est bien sûr limité, il y a ce qu'on appelle les quotas, sinon il devient un établissement d'élevage à but lucratif. Les élevages pourront ainsi avoir lieu en toute liberté, vous avez le droit d'avoir 20 réjus sans aucun problème, alors qu'au-delà de quotas ou avec des espèces en annexe A, on passe à une réglementation, à une législation beaucoup plus exigeante, ce qu'on connaît sous le nom de certificat de capacité. On en reparlera tout à l'heure. Si vous dépassez les quotas cités en annexe 2, il faudra donc ce certificat de capacité qui sera lié à une personne capacitaire qui doit être présente dans l'élevage, ça ne peut pas être votre grand-mère qui habite dans le sud de la France, et une autorisation d'ouverture d'établissement liée à l'adresse de cet élevage. Il faut les deux. Le certificat de capacité va être une reconnaissance de vos compétences, là où l'AOE va être une reconnaissance en termes d'installation, que vos installations sont viables pour les animaux. Alors, pour les quotas, les serpents, donc vous avez le droit à 25 spécimens de moins d'1,50 m. Attention, on parle de spécimens de moins d'1,50 m selon les réglementations, selon les textes scientifiques, et 10 spécimens de 1,50 m à 3 m. Vous avez droit également à 3 boa constrictors, peu importe la taille, sauf des occidentalistes qui sont soumis au CDC, et vous avez le droit à des spécimens de plus de 3 mètres si vous avez un certificat de capacité. Si vous n'avez pas de certificat de capacité, c'est interdit. Mais dis-moi, comment peut-on trouver les renseignements scientifiques? Alors, il vous suffit de taper taille moyenne, Morelia viridis par exemple. Vous allez avoir une publication scientifique sur Google, vous l'imprimez, vous la gardez chez vous et vous savez que la taille moyenne, c'est tant. Si jamais quelqu'un vient chez vous et vous dit « Attendez, ce serpent-là, il fait 1,60 m et pas 1,50 m », vous n'avez pas le droit de l'avoir, c'est pas vrai parce que la publication scientifique dit que par exemple, le Morelia viridis fait en moyenne 1,30 m, votre spécimen est juste plus grand que la norme, c'est pas grave, c'est la publication scientifique qui fait foi. Attention, mettez-vous à jour, c'est souvent la dernière publication scientifique qui fait foi. Vous ne pouvez pas en avoir une des années 80 qui est dépassée aujourd'hui. Alors, pour les lézards, c'est un petit peu pareil. Vous avez droit à 25 spécimens de moins d'1 mètre, 10 spécimens de plus d'1 mètre, et les spécimens de plus de 3 mètres sont interdits, sauf si certificat de capacité, comme je l'ai dit précédemment. Alors, ces quotas, ils comprennent bien évidemment les espèces non soumises à CDC. Le quota maximum, c'est 40 spécimens. Et attention, il ne s'additionne pas. Il sera donc impossible de maintenir 25 serpents de moins d'1,50 m et 25 lézards de moins d'1 mètre par exemple. Ça fera 50, le maximum c'est 40. Alors, tout ça, bien entendu, c'est calculé par adresse, par foyer et non pas par personne vivant au sein du foyer. Vous ne pouvez pas dire « moi j'en ai 25, ma femme 25 ». Ça ne fonctionne pas. Alors, pour savoir où se situent vos spécimens dans les quotas, ils sont classés par taille moyenne, comme je le disais. Le Python Rhésus mesure en moyenne 1,20 m. Il est donc possible d'en avoir 25 sans CDC. Si un de vos spécimens dépasse les 1,50 m, ça ne changera rien. Il comptera dans les 25 autorisés quand même. On se base sur la taille moyenne scientifique. On ne peut pas savoir la taille moyenne d'un adulte de chaque spécimen. Et la DDPP ne va pas s'amuser, la DDCSPP ne va pas s'amuser à mesurer tous vos serpents pour vérifier qu'ils rentrent bien dans les 1,50 m. À chaque fois, donc c'est une publication scientifique qui fera foi. N'hésitez pas à en avoir chez vous. D'accord. Une autre question. Par contre, l'hétérodon que je possède, lui n'était pas soumis à CDC, et après sa publication, elle a été soumise à des CDC.
Que dois-je faire de cet hétérodon? Alors l'hétérodon aujourd'hui il est soumis à CDC, avant il ne l'était pas effectivement. Si vous avez une facture d'achat ou un certificat de cession qui prouve que vous l'avez acheté avant l'apparition de ce texte de loi, vous pouvez très bien le garder, il n'y a pas de problème. Et est-ce que je pourrais est-ce que je pourrais le faire reproduire et vendre ces petits par la suite? Alors vous ne pourrez pas, vous pouvez juste le garder. D'accord. Alors les juvéniles des reproductions justement et même les subadultes ne comptent pas dans les quotas car pour être pris en compte, un reptile doit être à maturité sexuelle. Le problème c'est que la maturité sexuelle souvent c'est très difficile, c'est très variable d'un individu à un autre. Faites attention, ne jouez pas trop là-dessus. Alors si vous dépassez ou si vous planifiez de dépasser les quotas à travers les reproductions comme on l'a dit précédemment, il va falloir passer par la case certificat de capacité. L'objectif, c'est de garantir des conditions d'entretien adaptées pour ces espèces. Que ce soit des annexes 1 ou A, là c'est certificat de capacité obligatoire, ou juste dépasser des seuils de quotas, c'est certificat de capacité. Alors il y a différents types de certificats de capacité. Il y a certificat de capacité vente et transit, donc comme son nom l'indique, c'est pour la vente et le transit d'animaux. Le CDC présentation au public, par exemple dans les zoos, les fermes pédagogiques, etc., qui demandent énormément de formation. Le certificat de capacité élevage d'amateurs ou professionnels, donc c'est souvent le plus courant quand on veut reproduire ces animaux et les vendre. Il y a l'élevage d'agrément, donc là c'est juste posséder les espèces sans faire de reproduction systématique. Et enfin, il y a un certificat de capacité qui nous intéresse en général moins, c'est le certificat de capacité soins de la faune sauvage. En général, pour les reptiles, ce n'est pas celui qui nous intéresse. Alors néanmoins, pour certaines espèces protégées, il y a une autorisation de détention préalable qui peut être obtenue par les particuliers auprès de la DDCSPP de votre département. Ces animaux, comme les animaux en annexe A, doivent être marqués par un vétérinaire. Pour ces espèces considérées comme protégées, dangereuses ou invasives, seuls les éleveurs ayant un CDC ou une AOE, certificat de capacité et autorisation d'ouverture d'établissement, pourront les détenir. Ils seront alors établissements d'élevage non professionnels. Alors le certificat de capacité, comme je le disais tout à l'heure, c'est une reconnaissance de vos compétences concernant une espèce ou un groupe d'espèces. Avant de passer devant cette commission d'experts au sein de votre département, il va falloir monter un dossier. Et ce dossier-là, il sera fait en collaboration avec votre DDCSPP puisque c'est elle souvent qui va vous donner ses attendus et en général, ils ont un dossier type que vous devriez suivre. Mais en plus de cela, il va falloir passer par la case formation. Alors la formation dépend de votre niveau d'études, de vos études également, mais il y a une formation pratique et technique que vous pouviez effectuer, comme par exemple avec la ferme tropicale ou auprès d'un capacitaire de votre choix. Si vous connaissez un capacitaire ou si vous vous renseignez sur un capacitaire qui détient les espèces que vous voulez demander à certificat de capacité, vous pouvez très bien faire sa formation chez lui. Et pourquoi tu cites la ferme tropicale? Alors je cite la ferme tropicale, effectivement il y en a plein d'autres, on en trouve des tas sur internet. La ferme tropicale, nous on est passé par la ferme tropicale pour faire notre formation certificat de capacité, donc je parle de ce que je connais. Mais effectivement il y en a plein d'autres. Après 2 années de certificat de capacité, vous aurez la possibilité de demander ce qu'on appelle une extension. Attention, ça peut être une extension pour d'autres espèces ou alors une extension pour changer de certificat de capacité. Vous pouvez passer d'amateur à professionnel, par exemple, d'élevage d'agrément à présentation au public. Attention, le dossier est à refaire, la formation n'est pas la même selon les types de certificats de capacité. Et si vous demandez une espèce pour laquelle vous n'avez pas été préalablement formé, il faudra refaire une formation. Ne vous trompez pas dans votre liste d'espèces, car après, vous devriez attendre 2 ans avant d'en réclamer. En parallèle de ce dossier de CDC, vous aurez le dossier d'AOE, autorisation d'ouverture d'établissement. L'AOE va porter sur la nature de vos installations, chez vous, une visite à domicile. Si vous voulez être capacitaire juste pour la reconnaissance de vos compétences, c'est possible, par exemple pour obtenir un métier dans le domaine de l'animalerie. Mais il ne faudra pas avoir d'animaux non domestiques chez vous. Si vous détenez un animal non domestique chez vous et que vous êtes capacitaire, vous devriez obligatoirement avoir l'AOE. Alors, je ne suis pas là pour faire la police, mais faites attention quand même.
Mettez-vous en règle car la détention d'espèces protégées, menacées, dangereuses, fragiles en captivité, pouvant porter atteinte à l'environnement, par exemple les espèces invasives, sans être titulaire des autorisations requises, constitue une infraction au Code de l'environnement et la sanction peut atteindre 6 mois de prison et 9 000 € d'amende. Donc, vaut mieux ne pas rigoler avec ça. Plusieurs structures peuvent vous renseigner sur les autorisations et les démarches administratives. Comme je l'ai déjà dit, les DDCSPP, les services de l'ONCFS également, les animaleries, des associations d'éleveurs comme par exemple CAPA France, qu'on connaît très souvent. Nous pouvons également, nous aussi, répondre à vos questions. Alors maintenant, je vais vous parler du nouveau texte de 2018 qui fait parfois débat, qui parle de nos chères petites bêtes. Alors, c'est l'arrêté du 8 octobre 2018 qui a abrogé le 10 août 2004. Le 10 août 2004, attention, tous les prérequis du 10 août sont repris dans le 8 octobre. Mais le 8 octobre donne davantage de précision et des petites choses nouvelles. Alors, le terme de bien-être animal a été défini pour la première fois comme étant la satisfaction des besoins physiologiques et comportementaux de l'animal. C'est la première fois qu'on parle de bien-être animal dans un texte. L'arrêté fait également mention du fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, l'IFAP, identification de la faune sauvage protégée. Tous ces animaux sauvages captifs doivent être inscrits dans ce fichier, marqués, pucés, bagués ou photographiés. Tous les animaux. Lorsqu'un animal est vendu, un document d'information doit être remis au nouveau propriétaire. Donc ça, c'est la partie bien-être d'animal, des animaux auxquels je parlais tout à l'heure. Donc une fiche espèce avec le nom scientifique, son statut de protection, sa longévité, sa taille adulte, ses mœurs, son comportement, son mode de reproduction, son régime alimentaire, les conditions d'hébergement également, et toute autre information décidée, jugée utile par l'éleveur. On trouve sur Internet des fiches espèces relativement bien faites, mais attention à vos sources. Prenez une source assez fiable. Il vaut mieux se référer à une source fiable. Le certificat de cession, lui, il est toujours obligatoire. On doit fournir certificat de cession, fiche espèce et fiche d'identification. Il faudra que le vétérinaire, une fois que vous avez acheté une bête qui n'est pas pucée, si vous allez chez le vétérinaire, vous avez 8 jours pour le faire, 8 jours pour la pucer. Vous pouvez par exemple acheter des bêtes non pucées à l'étranger. En France, depuis le 1er janvier, c'est interdit. On ne peut plus vendre d'animaux non pucés en France, que nous soyons particuliers ou professionnels, depuis le 1er janvier 2020. Mais pourtant, on en voit encore sur le Bon Coin. Alors le Bon Coin ne fait pas son travail, effectivement. C'est illégal maintenant de vendre des animaux non pucés. Mais on trouve effectivement des annonces un peu partout. Si l'animal ne peut être pucé, ce qui est possible en raison de leur taille par moment, il faut joindre des photographies précises au document de la vente. Ces photographies doivent être prises par un professionnel et non pas par vous, donc vous êtes obligé de passer par la case vétérinaire. Si votre animal sort de l'élevage et que vous êtes contrôlé et qu'il n'est pas pucé ou identifié, vous êtes amendable. Les propriétaires des animaux en annexe B, C, D du règlement européen acquis avant le 15 octobre avaient jusqu'à décembre 2019 pour se faire pucer et identifier sur l'IFAP. Si vous avez toujours des animaux chez vous qui ne sont pas pucés ou identifiés, prenez contact avec votre vétérinaire. En général, ils font des tarifs avantageux et au moins vous serez en règle, vous serez tranquille. Mais à quoi ressemble l'IFAP exactement? Alors l'IFAP, c'est un petit document. Alors donc ça, c'est le certificat de cession auquel on était habitué, c'est toujours le même, ils n'ont pas changé. Et alors, l'IFAP, c'est un petit document où on retrouve le numéro de la puce, 250, c'est toujours 250 en France. Là, on retrouve le vétérinaire qui nous a fait le puçage. Et ici, on retrouve l'espèce, la description, etc. Et des identifiants provisoires, donc ce ne sont plus les bons, c'est pas la peine d'essayer. Donc c'est des identifiants provisoires qui font en sorte que vous pouvez rentrer votre adresse, etc. après sur le fichier IFAP. Donc voilà à quoi ça ressemble. Les anciens arrêtés sont caducs et donc sont remplacés par ce nouveau texte. De cette façon, certaines espèces comme les iguanes et les tortues terrestres par exemple nécessitent une déclaration préfectorale de la part de l'acheteur dès le premier spécimen
et nécessite de ce fait un CDC et ou une AOE au-delà d'un certain quota, selon l'espèce. Le vendeur ne pourra pas vendre ces animaux sans le numéro d'agrément prouvant que l'acquéreur a une déclaration de détention. Alors, nos reptiles doivent donc avoir une puce électronique, et ça, c'est une grande nouveauté. Une puce électronique faune sauvage, ça ressemble à un petit grain de riz. Chez les lézards, on les pose à gauche du cou ou dans le bras pour les gros lézards, ou dans la cavité corporelle gauche pour les lézards de petite taille. Chez les serpents, dans le muscle le long de la colonne vertébrale, dans le dernier tiers du corps gauche, c'est là où il n'y a pas d'organe en fait. Chez les tortues, ça dépend de la taille. La tortue se pose souvent sous la peau dans la cuisse gauche, dans le muscle de la cuisse ou alors dans la cavité corporelle, ça dépend du spécimen. Alors cette puce, elle permet de déceler les anciens propriétaires, d'effectuer en quelque sorte un suivi, de savoir qui a des animaux et où, de limiter les abandons, on sait qu'il y a de nombreux abandons, et de contrôler la circulation d'espèces protégées. En cas de marquage, le vétérinaire devra établir un certificat d'identification via l'IFAP, donc c'est ce que je vous ai montré, et une déclaration de marquage que lui, il enverra à la direction départementale de la protection des populations. Chaque puce correspond à un numéro distinct, donc il y a 15 chiffres, comme je vous l'ai dit, 250, ça veut dire que c'est en France pour les NAC. Cet implant de la taille d'un grain de riz, il fait un tout petit peu plus d'1 centimètre, il est enrobé dans une couche de résine pour éviter les rejets. C'est sans douleur pour nos animaux. Pour la détecter et l'activer, il suffit d'avoir un petit lecteur, de passer ce scanner devant la zone où elle se situe. Les vétérinaires et certains bureaux de police ou de gendarmerie en possèdent, disposent de certains lecteurs de puces afin de pouvoir vérifier la traçabilité de vos animaux. Là, on va parler encore une fois, la punition. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas procéder à l'identification de son animal, selon l'article L413-6 sur un animal d'espèce captif non domestique. Donc la DDCSPP ne peut pas vous obliger à pucer vos animaux avant telle date. C'est impossible, de toute façon maintenant c'est obligatoire, mais ils ne peuvent pas vous obliger à pucer vos animaux. Par contre, l'ONCFS peut vous enlever vos animaux non pucés, donc faites attention. En tant que vendeur d'animaux, vous devez présenter ce certificat IFAP, de même que tout à l'heure. Vous devez le présenter à votre acheteur et sur le site internet, vous devez déclarer que votre animal est partie de votre élevage à vous. Ça vous enlève toute responsabilité et après l'éleveur, le vendeur qui récupère la bête, aura 7 jours pour déclarer sa nouvelle adresse et rentrer à lui son code, son propre code et son mot de passe. Et si au bout de 7 jours, il n'a pas fait S'il ne l'a pas fait au bout de 7 jours, de toute façon, vous, il est sorti de votre élevage, vous l'avez fait, donc la responsabilité c'est plus de votre fait, même si on retrouve l'animal. Si l'animal meurt chez vous, il faut le déclarer également. Vous recevrez une seconde feuille IFAP à joindre à la première pour dire que votre animal est mort et que la puce est désactivée. Il se peut aussi que certains pays européens s'y mettent et s'alignent sur cette réglementation française dans les prochaines années. Donc je pense que là, on sert un petit peu de test pour l'instant et puis qu'après, les autres pays européens s'y mettront. Alors maintenant, je vais vous parler d'autres articles, d'autres textes de loi qui nous intéressent, qui sont un peu secondaires, mais qu'on ne connaît pas souvent. Alors, par exemple, dans le Code civil, l'article 1382 et les suivants sont relatifs à la responsabilité civile. Si un animal à vous, souvent on le sait pour les animaux domestiques, chiens, chats, etc. Si un animal à vous commet des dommages, morsures, etc., c'est vous qui êtes responsable en tant que préjudice matériel et préjudice moral à l'appréciation du tribunal. Donc faites attention. Souvent, les gens ont une mauvaise image des reptiles et si vous tombez sur un juge qui a une mauvaise image des reptiles, le préjudice peut être énorme. Alors, il y a également d'autres textes. L'arrêté Guyane, lui, il permet de protéger la faune guyanaise. La plupart des espèces guyanaises sont considérées comme protégées. Donc, elles sont souvent en annexe A et donc il faut un certificat de capacité pour les détenir. Souvent, ces espèces sont magnifiques et souvent, c'est une raison qui nous pousse à passer le certificat de capacité. Il y a également des arrêtés de protection des reptiles métropolitains, des reptiles et amphibiens de France métropolitaine qu'on trouve chez nous, dans nos étangs, dans nos forêts.
Donc c'est l'arrêté du 22 juillet 1993 qui a été modifié le 19 novembre 2007. En effet, on n'a pas le droit de capturer, détenir, tuer ces animaux-là, que ce soit pour la nourriture éventuellement, mais souvent on n'y pense pas, mais la liqueur, souvent il y a des régions où ils font de la liqueur de vipère, c'est totalement interdit. C'est totalement interdit d'en revendre aussi, c'est considéré comme un trafic d'animaux, qu'ils soient morts ou vivants. Et c'est également interdit de détruire leur biotope, c'est-à-dire leur environnement. Donc si chez vous, vous avez un nid et que vous le détruisez, normalement, vous n'avez pas le droit. Faites attention. Ce sont des espèces protégées. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions, si vous avez des précisions à demander, etc. Et puis, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.